Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, changer le monde grâce à un pansement intelligent, c'est le défi relevé par 3 jeunes chercheurs de l'université de Varsovie. Ils sont dans Génération Talent cette semaine. Évidemment, c'est un talent brut, c'est Amélia Matar. Amélia, tu as une idée derrière la tech et une sélection de livres jeunesse à venir avec toi pour éveiller les enfants à la tech, mais aussi aux imaginaires numériques. Oui, quelques fictions jeunesse aujourd'hui pour éclairer nos enfants sur les nouvelles technologies. On en parlera avec toi en ouverture de deuxième partie. Notre question du jour avec Bercy qui consulte à tout va. Une consultation publique sur les univers immersifs qui s'ouvre jusqu'au 3 mai, alors que le Conseil national de la XR française vient de remettre en rapport plein de data et de potentialités sur le secteur. Comment passer des buzzwords à la réalité? Les technologies immersives peuvent-elles faire surtout changer l'éducation? On va en parler avec celle qui a remis cette étude à Jean-Noël Barrot il y a quelques jours, Olivia Papini. Vous êtes vice-présidente du Conseil national de la XR française, directrice générale de Métamorphe Studio et spécialiste du storytelling immersif. Bonjour à vous. Tout à fait, enchantée. Bonjour Marjorie. Et en duplex avec nous depuis Valenciennes, Xavier Thierry, DG et cofondateur d'Omar. J'espère que je le prononce bien. Vous mettez la réalité augmentée au service de l'homme et de l'éducation. Vous nous direz comment. Tout à fait. Mais d'abord, focus. Primer de jeunes inventeurs passionnés par l'amélioration de la planète et la résolution de problèmes environnementaux et médicaux. C'est le pitch des James Dyson Awards. Lors de leur dernière édition, 3 chercheurs de l'université de Varsovie ont été mis à l'honneur avec Smart Heal, un pansement intelligent pour aider les plaies à mieux cicatriser. La suite, c'est tout de suite avec Xavier Terrade. Tomasz, Dominic and Piotr, I'm very pleased to tell you you're the international winners. Thomas Raksinski, Dominique Baraniecki et Piotr Walter sont les grands gagnants internationaux des James Dyson Awards 2022. Ils sont les créateurs de Smart Heal, un pansement intelligent qui permet de mieux cicatriser les plaies. Gagner le prix va beaucoup nous aider pour les années à venir et nous permettre de tester la compatibilité biologique et commencer à envisager les pistes cliniques. James Dyson Awards est une grande opportunité pour nous d'envisager quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait donner l'espoir de changer le monde. Avant de changer le monde, les 3 créateurs sont pour le moment prêts à révolutionner le monde de la santé avec Smart Heal. Alors qu'on sait que changer un pansement trop souvent peut entraîner des infections et une perturbation des tissus, Smart Heal peut évaluer l'état de la plaie et détecter une infection sans retirer le pansement et donc sans perturber les tissus. Après analyse des données, les professionnels de santé peuvent prescrire le traitement approprié pour la plaie. Notre inspiration pour Smart Heal vient de nos discussions avec des médecins. Après des mois de consultation, on a constaté qu'on pouvait utiliser nos années d'expérience dans les impressions électroniques pour résoudre le problème des plaies chroniques. James Dyson a tenu à distinguer Smart Heal car cette invention fournit aux médecins et aux patients un élément d'information essentiel, le niveau de pH, qui peut leur indiquer comment une plaie se cicatrise. Grâce au prix, ce nouveau pansement intelligent devrait pouvoir être commercialisé en 2025. L'inventivité à l'honneur. Elle va l'être encore aujourd'hui dans notre talk, puisque tout de suite, on va plonger dans l'économie française de l'immersif. Vous allez le voir, elle défend ses couleurs. C'est la première partie du talk. Et pour porter haut les couleurs de l'économie de l'immersif, Olivia Papini est avec nous aujourd'hui en plateau. Vous êtes vice-présidente du Conseil national de la XR française, les secteurs de technologie immersive, également DG de Métamorphe Studio et spécialiste du storytelling immersif. En duplex avec nous depuis Valenciennes, Xavier Thierry, cofondateur de Omar, ça s'écrit Homme AR pour une bonne raison. Vous êtes le spécialiste de la réalité augmentée au service de l'homme. On ouvre donc avec cette étude, Olivia, que vous avez remise avec l'ensemble justement de ce Conseil national de la XR, parce que ça y est, c'est presque un Conseil national de la résistance pour les technologies immersives. XR, il faut l'entendre comme Extended Reality.
réalité étendue. L'ambition, c'est ni plus ni moins que de réunir l'écosystème francophone de ces fameuses technologies immersives. On parle à la fois de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de réalité mixte, d'holographie aussi, de vidéo à 360 degrés, et de montrer à quel point ce secteur des technologies est stratégique pour la France, mais aussi pour l'Europe. C'est beaucoup d'ambition quand même sur les épaules du CNXR. Beaucoup d'ambition. En fait, il faut savoir que le CNXR, donc le Conseil national de la XR, regroupe 9 associations qui sont présentes sur le territoire français et actives sur le territoire français depuis maintenant 25 ans. Donc dans les associations, donc vous avez RAPRO, dont fait partie Omar, vous avez VR Connexion, vous avez la FXR. Donc ces associations ont décidé de se réunir, de réunir nos forces justement pour montrer la force de l'écosystème. Nous représentons quand même 600 sociétés en France. Une partie des sociétés réalise 120 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. L'économie, pour l'instant, est prometteuse et on peut justement améliorer, diversifier, augmenter nos résultats grâce à l'aide que l'on espère recevoir. D'où cette étude qui a été menée par nos membres et notamment, donc, et je remercie notre Maud Clavier, notre présidente, et Frédéric Lecomte, vice-président, parce que nous, tous les trois, nous travaillons pour et avec le Conseil national de la XR pour essayer justement de porter la voix de toutes ces sociétés qui sont présentes et qui se battent justement pour parler de leur travail, parler des projets et mettre aussi en exergue les problèmes que nous avons, que ce soit en termes de recrutement ou ce genre de choses. Donc, toutes les bonnes choses à venir et comment on peut faire pour augmenter encore plus les résultats. Ouais, l'idée, c'était finalement d'avoir une première étude, notamment en partenariat avec l'Institut Kantar, qui soit fidèle à la réalité, essayer de sonder, encore une fois, l'étendue du marché, la complémentarité aussi des secteurs et des filières auxquels ils s'adressent. Je crois que vous avez cartographié d'ailleurs le secteur de la XR en France. Il y a de la création, il y a du hardware, du software, des services, de la recherche, de l'éducation. C'est de la R&D. C'est très, très diversifié. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. C'est que depuis, effectivement, 25 ans, cette filière, en fait, elle s'est structurée, elle a mûri, elle a gagné sa légitimité. Nous sommes quand même le deuxième plus grand créateur de contenu XR et de qualité, parce qu'il y a énormément de produits et de projets, que ce soit le Val de Bianca, je pense que tout le monde en a parlé, le concert virtuel de Jean-Michel Jarre, il y a de cela 2 ans. Avec Vroom notamment. Avec Vroom notamment, surtout. Donc énormément de contenu culturel de qualité, mais pas que. Industriel, recherche, santé. Et Omar, je sais, je connais aussi le travail d'Omar sur la partie plutôt industrielle. Parce que, voilà. Et je sais que voilà, nous sommes une filière qui ne demandons qu'à grandir et continuer à faire nos chiffres. Xavier, justement, on va se retourner vers vous avec Omar, le modèle qu'Olivia connaît bien, encore une fois, de la réalité augmentée qui permet là aussi de pouvoir upgrader. On fait beaucoup d'anglicisme dans cette émission, mais ce n'est pas très grave. Upgrader l'apprentissage, l'éducation sur la formation professionnelle. On plongera dans votre modèle tout à l'heure, mais d'abord, c'est important pour des sociétés comme les vôtres, de voir que l'écosystème se met en marche, va vous porter, vous aider à aller plus loin, avec le CNXR notamment. Oui, Marjorie, effectivement, c'est important pour nous que tout l'écosystème se mette en route ensemble. Ça permet effectivement de se sentir un petit peu moins seul quand on prêche vis-à-vis de clients, etc. Mais également de se rendre compte qu'on est complémentaires. Nous, comme le précisait Olivia, on intervient dans une partie du marché, plutôt celui de la conception et de la réalisation de contenu. Mais derrière ça, on a besoin effectivement du hard, etc. et d'autres partenaires. On ne peut pas prétendre tout faire ensemble. Et la structuration du marché va nous permettre d'avancer sans effrayer non plus les acteurs du marché. Alors, ce marché, encore une fois, vous avez essayé de le quantifier, on l'a cartographié, vous avez essayé de le quantifier avec le CNXR, encore une fois. Est-ce qu'on a une idée du poids économique du secteur des technologies immersives en France aujourd'hui ? En fait, dans les chiffres qui ont été remontés, donc il faut savoir quand même que nous sommes essentiellement des petites sociétés, des structures qui tournent autour de 4 à 7 membres, donc des petites équipes très polyvalentes, très dynamiques. Et donc il y a une vingtaine de sociétés qui, à l'heure actuelle, capitalisent 110 millions d'euros de chiffre d'affaires en France.
il faut savoir aussi qu'au niveau de l'étude, on a eu 30%, ce qui est très positif, de retour pour le questionnaire pour avoir des éléments de réponse. Encore une fois, c'est très très positif. Donc on est parti de ces chiffres-là. Donc c'est une estimation, c'est une projection, mais quand même une projection qui va nous donner tous les éléments pour aider justement la filière à se renforcer. En termes de chiffres, vraiment, on va dire que la moitié du secteur, ce sont surtout des petites entreprises. Oui, encore une fois. Et le problème, c'est qu'effectivement, on a besoin, qui ont des trésoreries assez fragiles, assez difficiles. Nous sommes un secteur où on a besoin de R&D pour justement renouveler régulièrement le design d'expérience. Je pense que Omar va être tout à fait d'accord avec moi à ce niveau-là. Et on a besoin de s'appuyer sur des éléments solides. Et à l'heure actuelle, on a besoin d'un peu plus de poids. Mais les chiffres qui ont été remontés par rapport à ce qu'on génère à l'heure actuelle est très positif. Donc des artisans de la création, si je vous entends bien, de ces réalités immersives, c'est plus ou moins qu'ailleurs en Europe? La France est plutôt bien lotie au niveau de ce secteur des technologies immersives? On est relativement bien lotis. Il faut savoir que nos collègues en fait, du CNXR travaillent aussi de facto avec d'autres associations européennes au sein de l'association qui est Euromersive, avec donc Maud Clavier et Isabelle qui sont très très présentes et qui essaient de regrouper aussi beaucoup d'énergie et de focale pour la zone européenne. On va dire que oui, on a une place intéressante, on a une forte place. Et on ne demande qu'à grandir. Vous aussi, vous ne demandez qu'à grandir, Xavier, parce que c'est vrai qu'Omar a été lancé en 2019, si je ne m'abuse. 3 ingénieurs au départ de cette aventure. Vous développez des produits et des services de réalité augmentée, encore une fois, notamment pour la formation professionnelle. Là aussi, c'est ce que vous demandez avec Olivia, finalement, et le CNXR, donner les clés pour pouvoir grandir. Oui, tout à fait. Alors, on rentre effectivement tout à fait dans le scope des entreprises que décrivait Olivia tout à l'heure. Maintenant, notre demande, c'est effectivement de pouvoir se développer pleinement, être un acteur reconnu du marché. On l'est déjà de par nos clients actuels, qui sont et dans l'éducation et dans la formation, mais également dans le parc des industriels, puisqu'on accompagne nos clients industriels à former leurs nouveaux arrivants, mais également à rendre leur process beaucoup plus performant grâce à la réalité augmentée. Ça, c'est sur les chaînes de process. Et puis en amont, en temps masqué, sur la réalité virtuelle, puisqu'on ne fait pas que de la réalité augmentée chez Omar, on est également sur la réalité virtuelle et réalité étendue aujourd'hui, puisque le tout, c'est de mixer l'ensemble des technologies pour répondre aux besoins des industriels. Voilà notre besoin pour pouvoir effectivement se développer et accompagner la croissance de nos entreprises. Mais ce qui est important aussi, et on va le rappeler dans cette émission, faut-il le faire? Oui, j'ai l'impression quand même, c'est aussi une question de territoire. Ces technologies du secteur de l'immersif, elles sont, et ces entreprises, elles sont littéralement partout. Xavier, vous êtes à Valenciennes, vous êtes dans les Hauts-de-France. Olivia, vous êtes basée à Paris, mais il y a énormément d'entreprises au sein de ce CNXR, de ce Comité national des technologies immersives, qui sont littéralement partout sur le territoire et dans les Outre-mer. Alors moi, en fait, je travaille en PACA et j'ai une deuxième société à Angoulême, parce que la Nouvelle-Aquitaine aussi est une région qui est très active et je travaille aussi avec Paris. Donc je travaille avec ces 3 villes. Effectivement, on l'a vu, Île-de-France regroupe les sièges sociaux sont principalement ici, en Île-de-France. Ça a très bien été présenté par Frédéric hier devant nos membres. Ça nous permet de faire un petit hello amical à Frédéric Lecomte, qui est en habitude. En train qui est parti là, je pense, pour Lille, pour faire le reveal avec notre Clavier et Fabienne pour notre deuxième reveal après Bercy. Ouais. Donc moi, je travaille sur la PACA et en fait, en PACA, on a vu qu'effectivement, que ce soit au niveau du tourisme, de la culture et de l'immobilier, le monde virtuel sont très prisés et ça se développe. Nice a fait un projet métavers récemment, elle l'a publié il y a de cela 2 mois, avec une partie NFT, ils sont très portés sur les ICC culturels. Vous avez quand même, donc on a vu qu'en Auvergne, il y avait un énorme, un coup de projecteur au niveau de la santé. C'est vrai que Bretagne, Normandie, Auvergne, voilà, ce sont des éléments assez tech, mais aussi santé. PACA, donc plutôt la partie tourisme événementiel et culture. Mais on voit qu'au fur et à mesure, ces régions, en fait, elles ont quand même
même beaucoup de fleurons, beaucoup de sociétés qui sont dans la VR, donc dans la réalité virtuelle, dans la réalité mixte et dans la réalité augmentée, et qui sont aussi positionnées sur différents secteurs. Ouais. Des technologies donc immersives pour des univers virtuels, mais des entreprises implantées dans des territoires bien réels, Xavier. Tout à fait, bien réel. Alors, pour parler des Hauts-de-France, là, on a effectivement une étendue relativement large des compétences. Et sur le pôle, l'écosystème de Valenciennes, on est implanté à la Serre numérique de Valenciennes, au RIF Créative. Et sur ce pôle, il y a essentiellement également une école Rubica qui est assez connue pour la partie plutôt jeu, game. Alors que nous, on n'est pas tout à fait sur ce créneau-là, même pas du tout. En revanche, on se sert des mêmes outils pour y parvenir. Et donc, c'est là où il y a une force et un effet de levier entre les différentes entreprises, les startups qui existent. Et ça nous permet effectivement d'aller à la rencontre des industriels. Et on parlait également de la culture. La culture est assez demandeuse. Il faut rappeler également que la période du Covid a permis de se familiariser avec cet outil pour beaucoup de monde. Quasiment le commun des mortels également a dû faire face à l'outil à cette époque-là. Et aujourd'hui, Omar intervient également dans le domaine du patrimoine et de la culture. On a livré justement une expérience immersive au musée de la Chartreuse de Douai il y a quelques mois, où ça permet d'animer un triptyque du Moyen-Âge, comme quoi la culture, c'est être moderne à ce niveau-là. On a envie de plonger dans ce triptyque avec vous. Je vais quand même revenir à un autre triptyque avec Olivier, avec vous-même Xavier. Le triptyque de savoir de quoi on a besoin pour monter en puissance justement dans cette économie immersive. Les entreprises, vous en êtes des illustrations parfaites, on les a visiblement déjà. Des talents à former pour le futur, c'est ça dont on manque. Et déjà peut-être pour aujourd'hui aussi avec les métiers sous tension, ou aussi une bonne dose de volonté politique. Un peu des trois en fait. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on est en pénurie de développeurs. Alors pas que la filière XR, en fait, c'est notoire. Le profil digital et informatique manque tout simplement. Donc, et bon, c'est vrai que se pose aussi la question de mixité, d'inclusivité, ce genre de choses. On aimerait bien au sein des sociétés, par exemple, avoir plus de femmes. Mais bon, déjà, quand on a du mal à recruter, c'est déjà compliqué de faire la fine bouche. Donc, on est obligé de prendre malheureusement ce que l'on a. Et en termes de compétences, j'ai beaucoup appuyé là-dessus sur une table ronde hier après-midi, mais effectivement, les compétences qui ne sont pas autour de la XR ne sont pas encore clairement déjà validées et communiquées. Et il n'y a pas assez de formation, il n'y a pas assez de diplômes, il n'y a pas assez de suivi, d'accompagnement pour justement permettre à la XR, au secteur, de recruter, parce qu'on l'a vu dans les chiffres, il y a une petite évolution de 1 ou 2% sur le recrutement, ce qui est léger, mais on n'est pas en baisse. On aura besoin effectivement pour cette question métavers, parce que près de 60% des membres ont confirmé leur intérêt du métavers. Donc on a besoin de recruter, on a besoin justement de R&D, donc on a besoin de financement, on a besoin d'appui effectivement, parce que souvent quand on s'adresse à la BPI, quand on s'adresse à certains organismes, on a besoin d'apporter la moitié de fonds propres. C'est compliqué pour les petites boîtes qui déjà ont des trésoreries fragiles et sensibles. Donc on a vraiment besoin d'avoir un accompagnement un petit peu plus adapté en fait aux tailles de nos sociétés. Je pense qu'Omar va être d'accord avec moi à ce niveau-là, parce que moi-même ayant une société, mais c'est surtout effectivement il faut faire comprendre, déjà dire aux jeunes quels sont les métiers pour qu'ils aient cette lumière, cette envie cette vocation en fait de rejoindre les métiers de la XR. Nous on peut faire du jeu vidéo, du game XR, mais on peut tout à fait partir. Mais c'est essentiellement l'utilisation des nouvelles technologies, le design, les nouvelles narrations, et puis aussi toute la partie recherche et industrielle, tout ce qu'on peut utiliser, tout ce qu'on peut faire dans la XR pour justement faire des économies, que ce soit même au niveau de l'environnement, au niveau des entreprises. Il y a un collègue en parlait lors d'une table ronde. Quand on arrive à former un jeune dans une centrale nucléaire, et que c'est virtuel, en termes de sécurité, en termes d'expérience, d'apprentissage, c'est extraordinaire. Et c'est notamment tout le but des formations mises en immersion par Omar. On va y revenir dans un instant. On va reparler aussi de ces métiers justement que vous pouvez rejoindre, que vous pouvez rallier pour pouvoir porter vous aussi les couleurs de l'immersif en France. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et on part en immersion avec Édouard Degnaud.
nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Olivia Papini pour le Conseil national des technologies immersives, également Métamorphe Studio, spécialiste du storytelling immersif, également aussi en duplex, cette fois-ci de Valenciennes, avec Xavier Thierry, DG et cofondateur d'Omar, qui met la technologie de la réalité augmentée au service de l'homme. On est aussi en plateau avec Amélia Mattar, et ça tombe très bien parce qu'Amélia a une idée derrière la tech. Et Amélia, avec toi aujourd'hui, on plonge dans une sélection de livres jeunesse, oui, mais pour éveiller les enfants à la tech et aux imaginaires numériques. Oui, vous le savez, j'adore la fiction et la littérature jeunesse à des fins pédagogiques. Je rappelle que Coloris repose sur une fiction, Ayo le robot, lue aux enfants pendant les ateliers. Et aujourd'hui, à la manière de Ayo le robot, je vous propose une petite sélection de littérature pour enfants pour les éclairer sur le monde technologique qui nous entoure. Alors, Ayo, Amélia, on y va ensemble. Est-ce qu'il existe vraiment des livres pour les enfants tout petits, pour les tout petits sur ces sujets-là? Et oui, pour les tout petits, je dirais dès la petite section de maternelle, je vous invite par exemple à découvrir l'album jeunesse Ma famille déconnectée d'Annick Masson et d'Amélie Javot, sorti il y a un peu plus d'un an, aux éditions Mijade. Dans cette histoire racontée à hauteur du chien Cookie, on découvre une joyeuse petite famille dans laquelle les 3 enfants n'ont Dieu que pour leur adorable petit chien, jusqu'au jour où la mamie offre à l'un un smartphone, à l'autre une console et à la dernière de la fratrie une tablette. Le chien est alors ignoré du jour au lendemain et le pauvre toutou, abandonné de tous, décide de s'enfuir de cette famille qui le néglige. La fugue du chien provoque un véritable choc. La famille se met à chercher le chien partout et, je spoil un petit peu, finit par le retrouver. Son retour dans le foyer marque l'adoption de règles beaucoup plus strictes sur les écrans, engageant les enfants à se reconnecter à eux-mêmes, aux autres et moins à leur écran. Le livre se termine par cette phrase que j'ai trouvée adorable. Ce qui est surprenant avec Mamie, pense Cookie, c'est qu'elle n'a pas de console de jeu, mais des jeux qui consolent. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et puis on laisse jamais Cookie dans un coin, on est d'accord? Jamais, absolument. Tu proposes quoi pour les plus grands, tiens? Alors, à partir du CP-CE1, j'ai trouvé pour vous le livre Robot mais pas trop, sorti en 2010 aux éditions Syros Jeunesse. Dans ce livre, on découvre le quotidien hyper connecté d'Adam, qui vit au sein d'une maison ultra robotisée. Des robots sont prévus pour le ménage, le repassage, pour accueillir les invités ou pour préparer les repas. L'innovation Nec Plus Ultra est une chasse d'eau qui se déclenche en chantant « Il pleut bergère », oui. Clairement se pose en substance la question du discernement technologique. Autrement dit, cette idée que toutes les technologies ne se valent pas et qu'il convient de se poser la question de leur utilité. Mais surtout, dans cette maison du futur foutraque, le petit Adam observe avec tendresse l'androïde de la maison qui se prénomme André. André est dévoué corps et âme, ou plutôt devrais-je dire carte mère et système d'exploitation, à servir la famille à la minute. Il fait partie justement de cette famille des androïdes dont certains se rebellent dans d'autres foyers. On est dans l'anthropomorphisme poussé à son paroxysme, si bien qu'on ne sait plus trop ce qui relève de l'humanité ou de la technologie. Je rappelle que l'anthropomorphisme est cette tendance à attribuer des caractéristiques humaines à des animaux ou à des choses, et donc aussi à des robots. Cette histoire est justement une très bonne base pour initier une réflexion avec sa classe ou ses enfants sur le sujet. On va en appeler aux lois d'Asimov sur ce plateau, tiens. Et pour les beaucoup plus grands, les 9-10 ans, tiens, par exemple. Oui, pour les enfants à partir de 9 ou 10 ans, je vous ai déniché une véritable pépite, un roman très bien écrit, passionnant, émouvant, dérangeant, poussant à la réflexion. Je le conseille aussi aux adultes. Il s'agit du roman Robot sauvage de Peter Brown, paru en anglais en 2016 et traduit en français en 2019, édité aux éditions Gallimard Jeunesse, élu meilleur livre de l'année par le Publishers Weekly. On plonge là dans une aventure extraordinaire au cœur d'une nature sauvage, au sein de laquelle une amitié singulière naît entre un robot échoué et les animaux de l'île sur laquelle il se trouve. Rozoom, unité 7134, alias Rose, échoue sur une île sauvage suite à un terrible ouragan. Et ce robot de haute technologie, de genre féminin, c'est important de le noter, est plongé dans un environnement totalement antagonique puisqu'elle se retrouve en pleine nature. Une robote donc échouée en pleine nature, c'est tout un programme auquel tu nous invites. Oui, et son intelligence naturellement artificielle lui permet peu à peu de comprendre les animaux et de communiquer avec eux. Les animaux ont d'abord très peur du robot, ils l'appellent le monstre, et au fur et à mesure des liens vont se nouer. Alors, je n'en dis pas plus sur l'intrigue, mais il est question de survie
survie, d'amitié, de la force du collectif. Et là encore se pose la question du réalisme, car le robot apparaît très sensible et très émotif. Un récit clairement anthropomorphique aussi, mais peu importe, du moment qu'on amorce ensuite une réflexion avec les jeunes lecteurs pour leur apporter la distance nécessaire. Par ailleurs, quelques illustrations très belles parsèment le livre et engagent encore plus dans cet univers clairement atypique. Une lecture que j'ai trouvée magnifique, que j'ai adorée. Et pour finir, clairement, toutes ces lectures m'ont permis de saisir que quelque part, Ayo le robot, lu dans les ateliers coloris, s'inscrit dans un genre à part entière, les récits technologiques à visée pédagogique pour enfants. Un petit eureka dont je suis assez fière, je dois dire. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu as absolument raison, Amélia. Ça veut dire quoi, Olivia, que la première des technologies immersives, c'est le livre en réalité? Complètement. En fait, quand on dit l'immersion, c'est le transport. On est transporté dans un monde. Et à partir de là, effectivement, tous les médiums, tous les arts, la littérature, le cinéma, le jeu vidéo, la lecture, bien sûr, la lecture nous transporte dans des univers. La peinture nous transporte, les contes, les troubadours, temps du Moyen-Âge, et même dans les grottes. Nous, étant storyteller immersif de métier, ce que j'apprends à mes élèves, c'est de leur dire le premier conte, la première histoire, eh bien, c'est dans les grottes. Et on emportait avec des sons, on tapait sur les parois. Donc voilà, c'est le transport. Le transport, vous le faites aussi avec les passerelles que vous créez, Xavier, avec Omar. C'est tout l'intérêt justement d'aller chercher à la fois de la réalité augmentée, à la fois de la réalité virtuelle et puis de la photogrammétrie aussi, si je le prononce bien, pour pouvoir proposer justement, encore une fois, ce passage, j'arrive pas vraiment à trouver le mot, mais être le catalyseur finalement, j'espère que je le dis bien, des interactions humaines et technologiques. Pour vous, c'est important aussi de se dire qu'il faut tous les médiums pour pouvoir être complémentaires dans ces imaginaires. Exactement, il faut que tout converge à ce niveau-là. Le but, c'est que justement, on soit vraiment immergé. Cette immersion doit passer par des choses relativement concrètes. On ne doit pas avoir trop d'artefacts, sinon les artifices que l'on introduit doivent correspondre à une certaine réalité, à une certaine idée de la réalité, pour que la personne qui vit cette expérience soit complètement dedans. Et une fois qu'on repose le casque et qu'on passe à nouveau dans la vraie vie, en quelque sorte, sachant que la passerelle entre les deux, justement, entre vraie vie et immersion, se fait de plus en plus ténue. Et tout le savoir-faire, c'est de réaliser également un environnement qui permet de s'y retrouver et sans perdre pied à ce niveau-là. Donc c'est vrai que dans nos scénarios de formation, on a à cœur d'avoir des scénarios ludopédagogiques afin de non seulement entraîner, mais emballer également l'apprenant, le rendre acteur de son apprentissage. Ça permet de mieux ancrer le message et d'être plus performant plus rapidement. Tout ça, c'était mesuré et c'est vrai que les études ont permis de mettre en valeur cette technique. Justement, ces technologies et surtout le recours au ludopédagogique, c'est ce qu'on appelle en très mauvais franglais la gamification. C'est aussi ce sur quoi Coloris repose, Amélia? Oui, absolument. On sait que dès lors que l'enfant joue, qu'il prend du plaisir dans ses apprentissages, il déclenche ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, cette motivation qui va lui permettre d'aller très très loin dans les activités. Donc nous, clairement, c'est ce qu'on recherche dans nos ateliers, oui. S'amuser, c'est la première clé justement de succès quand on veut pouvoir travailler dans les technologies immersives. Oui, en fait, s'amuser, c'est universel. On le voit au niveau des animaux. Les parents font jouer leurs petits pour leur apprendre en fait à survivre. C'est exactement pareil. Parce qu'encore une fois, les technologies immersives, elles s'appuient en fait sur aussi toute cette connaissance au niveau du cerveau. Donc nous, quand on va voir un film, ou quand on joue, quand on plonge, ou quand on met un casque, en fait, notre cerveau, en fait, c'est l'impact. C'est crédible, on plonge, on y croit. Donc il y a tous ces éléments-là scientifiques, cognitifs, et comme mon collègue Omar le disait, aussi tout cet environnement virtuel, donc visuel, et pour d'autres, même expériences sensorielles, qui font que l'on y croit. On y croit, oui, aux technologies immersives, vous allez le voir. Bercy aussi, tiens, y croit et consulte à tout va. Après les acteurs de l'économie, de la création et les influenceurs, c'est au tour des univers virtuels immersifs. Attention, euphémisme, s'il en est, c'est au menu du talk. Deuxième partie. Et pour
pour continuer notre discussion, Olivia Papini pour le Conseil national de la XR et Xavier Thierry pour Omar sont toujours avec nous. Je vous le disais, Bercy a décidé de consulter à tout va des consultations publiques qui sont lancées régulièrement. Il y a eu celle sur les influenceurs et l'économie de la création avec Bruno Le Maire il y a quelques semaines. Désormais, c'est au tour des univers virtuel immersif. Je prends des guillemets pour le dire parce que, en effet, cette consultation vient de s'ouvrir jusqu'au 2 mai prochain. Une initiative similaire, d'ailleurs, a été lancée au niveau européen. Et le communiqué émanant du ministère des Finances et de la Transition numérique, notamment, n'ose pas ou quasiment pas employer le mot de métavers. Il y a même un astérisque en pied de page de ce communiqué de presse. Le mot, je vous le dis, le mot métavers est encore soumis à discussion dans le débat public. Cette consultation sera aussi l'occasion de s'interroger sur sa pertinence. Ça veut dire quoi, Xavier et Olivia, que métavers est devenu un gros mot? Alors, c'est pas devenu un gros mot. Le problème, c'est que pendant la période, quand en 2021, Facebook est devenu Meta et s'est approprié, pas approprié, mais s'est emparé du sujet métavers et a donné sa version du métavers, automatiquement, au fur et à mesure en fait, des mois, c'est devenu quelque chose de négatif. Il y a eu des amalgames. La presse a dit beaucoup de choses à droite et à gauche qui n'étaient pas forcément vraies. Il y a eu une confusion en fait, dans les termes et dans la réalité propre du métavers. Bon, nous, au sein du CNXR, c'est un sujet qui nous, bien sûr, qui nous touche parce que le métavers, c'est un élément qui fait partie pour nous de la XR, mais ça ne le représente pas complètement. Ouais. Attention. Donc nous, c'est vraiment la XR, c'est vraiment quelque chose d'individuel et de différent. Le métavers, c'est vrai qu'il a une certaine utilisation, par exemple en Corée pour la partie administrative, pour permettre aux gens de faciliter, de minimiser ce temps administratif. En Asie, par exemple, ils n'ont pas du tout la même dotation en termes de Wi-Fi, en termes de d'hardware, donc il y a beaucoup plus, c'est mieux intégré dans les usages, un petit peu moins en France et en Europe. Donc c'est vrai que cet amalgame, cette confusion d'informations autour du métavers a fait que le public est devenu un peu très méfiant à ce niveau-là, et on doit, je pense, et on pense, rétablir la communication et ce que ça comporte réellement le terme métavers, notamment pour le secteur de la XR, même si, encore une fois, 60% des sociétés veulent sur le territoire partir vers le métavers. Xavier, là aussi, vous trouvez qu'il y a peut-être eu une OPA inamicale de Meta sur le terme même de métavers? Aujourd'hui, il est tellement lié à un business model exploité par la plateforme américaine qu'il vaut peut-être mieux trouver notre propre définition, finalement, de ce que pourraient être ces univers immersifs? En fait, c'est un peu l'histoire du frigidaire à l'envers. Le frigidaire était une marque qui est devenue un mot commun pour tout le monde. Et là, c'est la marque qui a pris le nom commun pour se définir elle-même. Donc, du coup, ça oblige à une certaine confusion. Et je pense que rétablir les choses ne ferait pas de mal. On peut avoir un vocabulaire et un lexique français, mais on ne peut pas non plus être tout seul à avoir cette définition-là. Donc, il faut convenir avec les autres. Et puis, Facebook, on verra combien de temps ça dure, l'aventure. C'est parti tout feu tout flamme, ça licencie à nouveau et on se rend compte que l'image qu'ils ont donnée du métavers ne correspond pas à ce que décrivait à l'instant Olivia par rapport à ce que ça représente pour nous, les industriels, et pour les usagers du métavers en lui-même. Alors justement, qu'est-ce que vous en entendez, vous, déjà en tant qu'entreprise? Si cette consultation publique a été lancée par Jean-Noël Barrot, c'est aussi pour pouvoir l'ouvrir aux citoyens, notamment, et futurs peut-être usagers des univers virtuels immersifs que nous serons ou pas. L'idée, c'est de pouvoir inclure à la fois, encore une fois, citoyens, citoyennes, entrepreneurs, chercheurs du secteur, pour ouvrir la discussion avant tout. Tout à fait. Mais je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de se dire, il faut effectivement que les gens essayent de se projeter et de voir ce que le métavers ou ce qu'on pourrait en faire ensemble, encore une fois, parce que c'est à construire. Il n'est pas là. À l'heure actuelle, c'est un chantier, mais c'est un chantier. Si on faut que les gens se l'approprient, il faut trouver des utilités, des usages. Et à l'heure actuelle, voilà, c'est pas encore tout à fait clair, et c'est à nous de le construire. Donc, que ce soit le téléphone portable ou que ce soit l'ordinateur, on a trouvé ce que ça pouvait apporter à la vie des gens, et pour l'instant, le métavers, on n'a pas encore clairement
identifiés. On a l'impression que c'est peut-être parfois un peu plus clair dans la tête des annonceurs, Xavier, que même des artisans que vous êtes de ces univers virtuels immersifs. Chez Omar, effectivement, cette notion de métavers, on l'a développée à travers notre produit Agora. C'est effectivement la place publique, un peu à l'ancienne, la cité, qui permet de se retrouver. Et dans cet espace commun, on a différentes portes qui ouvrent vers d'autres mondes. Et ces mondes-là, chez nous, c'est vers les mondes de la formation notamment, mais pas que. Et ça permet effectivement de se retrouver sur une plateforme commune et ensuite de repartir soit plusieurs, soit seuls dans une direction donnée avec un univers particulier. Voilà comment on l'a défini chez Omar. Et la place publique commence à être quand même un petit peu crowded, si vous me permettez l'expression. Est-ce que la France, on peut se dire que c'est the place to be, tiens, l'agora par excellence pour les technologies du métavers et des univers virtuels immersifs? Je pense qu'effectivement, c'est nous, étant le deuxième pays créateur donc, de contenu XR, nous avons et nous sommes à l'heure actuelle tout à fait, nous sommes acteurs de cette construction et nous pouvons apporter beaucoup par rapport à cette, soit la consultation, je suis sûre et certaine que beaucoup de membres vont contribuer, mais aussi nous pouvons justement trouver ces solutions, tous ces projets et ces futurs usages qui pourront être donc, pour l'industrie, la santé, l'éducation, la formation, la culture et pour la nouvelle expérience utilisateur dans le retail et pour le luxe. Donc on peut compter sur notre secteur pour être très prolifique. Et si vous souhaitez justement rejoindre cette consultation publique lancée par Bercy, c'est donc directement sur le site de Bercy, vous allez trouver directement l'adresse pour pouvoir témoigner et donc elle est ouverte à tout le monde jusqu'au 2 mai prochain, en parallèle d'une autre consultation publique européenne sur l'avenir et les potentiels justement de ces univers immersifs. Ça commence à faire quand même beaucoup de consultations et beaucoup de rapports, si je peux me permettre, parce que je me souviens quand même qu'au mois de novembre, 80 chercheurs, 80 experts et expertes en intelligence artificielle, mais aussi en technologie Web3, des entrepreneurs, des artistes, des chercheurs en sciences sociales, avaient déjà remis un premier rapport à la fois Jean-Noël Barrot côté transition numérique, mais aussi à Rima Abdul-Malak côté ministère de la Culture, pour pouvoir élaborer des pistes de travail à la fois éthiques, à la fois sur les questions économiques, de souveraineté industrielle ou éducative et formation des talents. Trop de rapports vont tuer les rapports au bout d'un moment, Olivia? Ce sont des rapports différents dans le sens où le premier rapport avait une orientation et nous, c'était clairement une lecture de notre secteur professionnel français économique pour la XR. Donc, c'était vraiment l'objectif d'expliquer la santé des sociétés, les chiffres d'affaires, comment la structuration des sociétés, la typologie, les secteurs, la cartographie des différents secteurs, la représentation donc, de tous nos membres sur le territoire, et puis surtout aussi de proposer nos recommandations au gouvernement et notamment aux ministres, mais aussi toute la partie opportunité, donc qui est très positive. On a besoin de recruter, donc ça veut dire création de postes. Donc économiquement parlant, il y a beaucoup de choses très positives et c'était aussi cela que nous voulions montrer avec des vrais chiffres. Est-ce que ce rapport, justement, je reviens à ce rapport de novembre dernier, il n'aurait pas dû aussi être remis au ministère de l'Éducation nationale? Parce qu'on se lit depuis tout à l'heure, et c'est aussi l'objet de vos talents mis en application sur le secteur de l'éducation, Olivier avec Métamor Studio et Xavier avec Omar. L'éducation, c'est un gigantesque terrain d'apprentissage, là aussi, pour le secteur de l'immersif. Oh, tout à fait. C'est un terrain énorme. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que ces rapports sont complémentaires et non pas antagonistes. Il faut effectivement vulgariser notre métier, qui puisse rassurer également. Peut-être que l'AI commence à faire peur à certains, avec tout ce que l'on entend ces jours-ci, etc. Et donc, il faut au contraire montrer que ce sont des métiers qui sont au service de l'homme, quand c'est bien pris, qu'il y a une certaine éthique évidemment dans la démarche, c'est ça qui est important, et qui vont toucher tous les secteurs, que ce soit, comme le disait Olivia, le retail, la culture, l'éducation, l'industrie, j'en passe, c'est les meilleurs, le tourisme, etc. Et donc c'est finalement quelque chose, un champ transversal énorme, mais qu'il faut s'approprier. Donc tous ces rapports, il faut prendre le temps de les digérer pour effectivement appuyer sur le bouton et avancer.
Oui, tout à fait. Parce qu'en Olivia, on assiste en fait à une période de mutation. Il faut savoir, effectivement, pour nous, le secteur de la XR, on voit que ce soit avec justement l'entrée de l'IA, tout ce qui est en train de se mettre en place, il y a un potentiel, il y a des opportunités, il y a tellement de choses qui peuvent être positives. Il faut savoir que les nouveaux usages des produits sont de nouvelles expériences sont créées tous les jours. Donc on va trouver de plus en plus de nouveaux usages, de nouvelles utilisations pour la XR, pour toutes sortes de secteurs. De nouveaux métiers vont arriver. On le voit d'ici 2030, on a presque 75% de nouveaux métiers qui vont être confirmés, par exemple, ce qui est très positif pour les jeunes. Pour nous aussi, si ces métiers sont clairement identifiés, des compétences clairement présentées, automatiquement, ce sera plus facile pour nous de recruter les talents dont nous avons vraiment besoin au cœur de nos structures. Donc, c'est pour nous, si tout est bien coordonné, lu, et comme l'a dit Xavier, pour la partie, ces rapports doivent être digérés, et avec une volonté effectivement d'avoir une stratégie globale. Parce qu'effectivement, c'est transversal. Donc, l'éducation, le commerce, l'industrie, et puis tout ce dont on vient de parler, en fait, tout est lié. On est en pleine période de mutation. Donc, absorbons tous ces chiffres, comprenons toutes ces opportunités et travaillons tous, collaborons, rejoignons-nous. C'est aussi le dernier point sur lequel c'est vraiment très très important lors de la réunion et le point qu'on a fait pour le CNXR. C'est vraiment notre force, ce regroupement. Et ensemble, on va pouvoir faire des choses. Si je vous entends bien, c'est surtout la co-création qui prime, donc une co-création à l'éducation pour aller vers ces univers virtuels immersifs, c'est métavers, si je le dis en langage gros mots et méta tout court, mais c'est aussi une éducation aux métiers qui vont pouvoir le constituer. Donc c'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant qu'il faut se positionner. Avril-mai 2023, c'est maintenant que ça joue pour les années à venir ? Pour nous, oui, on est déjà dedans. De toute façon, avec le programme France Relance, on l'a vu, il y a énormément d'appels pour justement présenter les nouvelles compétences, les nouveaux métiers. Et notre filière a été très présente et a répondu à l'appel de tous ces appels à projets de l'énergie de France Relance. Surtout France 2030, pardon, maintenant ça a changé, France 2030. Absolument. Et 2030, c'est littéralement après-demain. Donc, Xavier, vous disiez oui, c'est littéralement aujourd'hui que ça joue, mais en fait, on est déjà en train d'opérer cette mutation. Oui, la mutation a déjà commencé. Ce sont effectivement les ressources qui manquent. Lorsqu'on cherche à recruter, c'est compliqué de trouver des profils encore disponibles. Donc ça, c'est une première chose. Mais en amont de cela, il faut que des jeunes puissent effectivement s'orienter vers des formations et que ces formations déjà existent également sur le terrain. Et là, c'est là où, par rapport à l'éducation nationale, il y a encore un pas à franchir pour que tout ça se mette en place, que ça ne fasse plus peur, que ça soit vulgarisé et puis que ce soit un commun partageable par tous, parce que demain, des métiers nouveaux vont voir le jour. Il ne faut pas effectivement avoir cette crainte, un peu comme la robotisation des usines à une époque. Loin de là, c'est un peu le même processus. On est dans une amplification, mais une amplification au service de l'homme, et c'est ça que l'on met en valeur chez Omar par nos recrutements, avec la recherche de talents sur nos développements. Donc ça, ce que l'on vit chez Omar, Olivia et puis tous nos confrères le vivent également, c'est trouver les talents et qui se font de plus en plus rares actuellement. Allez, on va terminer cette émission sur cette bonne nouvelle. Si vous êtes dans les Hauts-de-France, Omar recrute, envoyez vos CV à Xavier Thierry pour rejoindre justement cette entreprise qui met ses réalités immersives au service de l'homme. Merci infiniment, Xavier, d'avoir témoigné depuis Valenciennes de la passion pour votre métier, ce secteur de l'immersif. Merci infiniment, Olivia Papini. Et allez, encore une fois, clin d'œil à Fred Lecomte pour le Conseil national de la XR française. Évidemment, on continuera à suivre vos actions et vos rapports sur l'étendue du secteur. Merci comme toujours à Amélia Matard pour ses idées derrière la tech. Nous on se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'école des futurs.